avec des dessins. Et puis, comme je vous ai dit, surtout, faites comme vous sentez les choses. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on revienne sur un sujet, posez toutes les questions que vous voulez. Moi, alors je ne sais pas si je vais vous apprendre beaucoup de choses, mais moi, par vos questions, ça me permet, comme l'autre jour, vous voyez, j'étais à Auxerre, il y a 3 jours, et je discutais dans une école avec la responsable du service social de l'école. C'était des jeunes de 3e qui étaient mignons, et elle me parlait de tout le côté vous voyez, social qui est assez sérieux. Vous voyez, je vois bien de plus en plus que, par exemple, il y a un mot que je ne connaissais pas il y a 10 ans, le mot scarification. Vous voyez, bon, là, je me dis, tiens, et je ne suis pas très. Alors moi, j'écoute, vous voyez, je ne suis pas le gars qui. Enfin, je suis un peu comme une éponge et j'essaye de me nourrir de tout ce que j'entends, de ce que je crois comprendre, puis après je fais des dessins. Alors les dessins, ça peut être moi devant la table de. Voilà, je fais des petites souris, le crayon. Ah, c'est très important. Alors l'ordinateur, bien sûr. Vous voyez ça, la corbeille. Je dis souvent aux plus jeunes, les brouillons, ils sont les parents du dessin final. C'est-à-dire que sans le brouillon, sans les dérapages, sans les trucs, oh non, tu vas pas faire ça, non, je le fais quand même, puis après, non, je vais peut-être le jeter, ou je vais peut-être le mettre de côté, vous voyez. Et en fait, le dessin final, ou comme nous, quand on parle et qu'on essaye de faire une lettre, un courrier, ou quand je vois vous savez, les originaux de Victor Hugo annotés, tout ça, et on voit bien qu'il n'a pas tout. Qu'il ne trouvait pas tout de suite, vous voyez. Et bien ça fait pas. Et puis alors, il y a Internet, alors évidemment, ça c'est nouveau, vous voyez. L'autre jour, j'étais au Midi Libre, à Montpellier, c'était il y a 10 jours, et puis. Je vous le dis parce que c'est quand même un truc que j'aurais pas imaginé il y a 20 ans. Et j'étais suivi par des photographes comme ici. Et puis alors avant, je vais dire, je peux aller aux toilettes. Alors il me dit, oui, c'est là-bas, c'est là. Alors je vais, et puis il y a une dame qui sort des toilettes. Elle me dit, vous pouvez rentrer. Je dis, oui, mais non, c'est pas grave. Et moi je dis, non, c'est où les toilettes? Elle me dit, bon, alors c'est de l'autre côté. Et en fait, maintenant, vous voyez, c'est que si on m'avait photographié en train de sortir des toilettes des femmes, c'est une époque où maintenant il faut faire gaffe à des trucs comme ça, vous voyez. Et donc, tout ce que. Alors j'essaye, vous avez bien compris que j'essaye d'être spontané, hein, mais à la fois, bon, d'accord, mais enfin, on fait gaffe aussi. Donc il y a ça qui nous regarde, et c'est pas simple. Une petite souris toujours, ça voilà. Et puis le carton à dessin, voilà, bon, ça va justement parler de la culture. Là on a célébré, on a commémoré le drame de ce qui s'est passé il y a 10 ans à Paris, à Saint-Denis et ailleurs. Et donc, vous voyez, faire un dessin, c'est à la fois, je me souviens que je m'étais dit, bon, comment je vais faire et dans ces cas-là, et je vous assure, hein, si je donnais des cours de dessin, je ne serais jamais, je ferais des trucs comme ça. Mais pas, on serait jamais. Moi, je n'ai jamais été capable de faire du Léonard de Vinci ou du Rembrandt. Hein. C'est un dessin très simple. C'est-à-dire que je me dis, tiens, le Bataclan, alors je l'ai dessiné. J'ai d'abord dessiné le Bataclan, vous voyez, c'est comme l'autre jour j'ai dessiné le BHV à cause de Chine et tout ça. Et moi j'adore le BHV, et du coup avec la plateforme Chine, pour dire que je passe du coq à l'âne, des fois je sais tout jouer. Et donc le BHV, ben, je l'ai dessiné, et il est très beau. Alors, en fait je le connais depuis tout petit, j'ai toujours vécu à Paris. Et en fait, c'est compliqué à dessiner, mais ça m'a plu de le dessiner. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'au début, il faut toujours faire un truc qui fasse l'ambiance. Alors le Bataclan, comme pour le BHV, pour les plateformes, tout ça. Puis après, j'ai dessiné les poupées, voilà. Donc là, ensuite, je me dis, tiens, et c'est une conversation. Je vous assure, j'ai pensé à. Parce que je dis souvent que c'est une conversation entre ce que moi j'ai dans la tête, et puis, vous voyez, c'est incroyable ce.
Vous n'êtes pas mis, hein. C'est pour vous dire que, voilà, ça c'est moi quand je cherche. Vous voyez. Ah, très important, la main comme ça, voilà la bouche, vous voyez, quand on cherche comme ça, on dit, je sais pas. Alors, c'est une conversation entre le gars qui est censé penser quelque chose, voilà, et à la fin, ça devient... alors ça part de... Alors je vais vous faire un truc, ça part de quelque chose là-dedans, ça s'appelle le cerveau, je crois. Ensuite, ça va autour de l'œil, ça c'est très important l'œil, parce que l'œil, c'est là, vous savez, quand on cherche son chemin dans la rue, où est l'avenue Charles de Gaulle, et alors les gens ils disent, oh je l'ai su, ils cherchent la lumière dans le ciel. Donc quand on cherche une idée, je pense que l'œil, il doit y être pour quelque chose. Donc ça tournicote autour de là, voilà. Ensuite, on n'a qu'à dire que ça part du côté du cœur, voilà, bon, le cœur, la prochaine fois je le ferai mieux quand même. Voilà, et c'est pas fini. Et après, ça sort, et après ça va dans les tripes. Et en fait, il y a tout un truc qui fait que il y a une conversation entre, en plus, les doigts du dessin. Vous voyez, moi j'ai mon crayon comme ça, et en fait, le crayon, il y a une conversation entre les doigts, la feuille de dessin, et puis peut-être, parce que au fur et à mesure que je fais le dessin, je me dis, je regarde un peu comme si j'avais un œil neuf sur mon image que je suis en train de faire. Voilà. Donc après, je reviens encore sur mon Bataclan et je dis, bah voilà, au-dessus du Bataclan, je vais dessiner un musicien. Bon, l'autre jour, je regardais la cérémonie, vous savez, avec pour la célébration de la commémoration du drame du 13 novembre. Et puis il y avait le fameux chanteur, vous savez, d'Arc. Je ne sais plus comment, Dark of the Devil, je ne sais plus quoi. Et il a chanté. Et alors, personne n'en a parlé, il chantait faux. Mais c'est pas grave. Il y avait une émotion, c'était partagé, et c'était beau. Et c'était très beau. Les discours, c'était très bien. Lui, quand il est arrivé, il y a eu les chœurs, il y a eu la danse. Ah, c'était bien. Vous voyez, il y a des fois, on s'en fout que tel ou tel. Si ça correspond à une attente des gens, c'est bien. Alors, bon, j'ai mis un saxophoniste comme ça, et puis après je fais les arpèges, la partition, tout ça. Mais je vais faire des ronds, des ronds, des noirs. Mais je vais faire des personnages. Mais je vais faire des gens qui sont vivants, même s'ils sont morts, mais ils sont vivants quand même, comme ça. Comme quand on va à un enterrement, qu'on entend de la musique, oui, il aimait ça comme musique, et à la fois la personne qui n'est plus là, elle est là quand même. Et c'est ça que et à la fin, je me dis, bon ben voilà, tiens, je vais rajouter une colombe, oui, je vais faire une banderole, la culture sera la plus forte, parce qu'il y a toujours un côté, on va pas se laisser faire, la République, la laïcité, tout ça, voilà. Et ça se fait tout seul. Et je rajoute une petite souris quand je voilà. Et c'est ça le boulot du dessinateur. Et vous n'imaginez pas, des fois on me dit, waouh, comment on fait pour trouver des... Mais c'est très simple. N'imaginez pas que c'est réservé à une... Cabu, que j'ai connu, qui a été tué en janvier de 2015. Alors lui, c'est un vrai phénomène. Lui, il savait... Vous voyez les bouillons, je vous ai montré, d'accord, je ne sais pas, j'ai jamais vu faire un bouillon, il dessinait comme ça. Tout lui venait, je crois qu'il doit y avoir une personne comme ça par siècle, j'ai jamais vu un gars comme ça, c'est incroyable. Bon, moi il me faut des blédons, donc voilà, puis après j'ai mis, vous voyez, je ne sais plus pourquoi j'ai mis un peu de bleu, mais j'ai voulu peut-être mettre en relief le Bataclan. J'ai mis une terrasse, pour penser évidemment aux gens qui étaient en terrasse, voilà. Voilà, ça c'est le dessin, ça c'est moi à l'école, il y a très longtemps, dans les années 60, c'est mon prof de latin. J'ai été tiré du latin, mais c'est pas grave, j'aimais bien. Alors je le dis souvent aux profs, j'ai aimé tous les profs, alors que j'ai quand même raté mes études. Le parent était... voilà, bon. Il y a deux gars qui sont là, souvent quand on est là, je leur dis, ouais, ces deux-là, c'était les caïds à l'époque. Et ils me donnaient j'étais au
au dernier rang, en milieu d'eux, pas de peau, et il me donnait des coups de poing dans les couilles pendant le... Et ça faisait mal d'abord, et en plus, et donc ça m'a un peu... Alors c'est pas du harcèlement qui a duré, voilà. Bon. Donc j'ai été viré du latin. Ça c'est le niveau de... Voilà, j'ai toujours aimé Tintin, Hergé, voilà. Donc là le jour j'ai repris, comme on parle beaucoup de ce qui se passe au Brésil, la déforestation, je me suis dit tiens si Hergé était là, il ferait certainement des dessins sur les migrants. Voilà. Et alors du coup les migrants, ah mais je vais faire Tintin, ah mais je vais faire une bouée, ah mais au lieu de faire une barque, vous voyez, c'est la conversation se fait, ah mais je vais faire le sarcophage du cigare du pharaon, et puis voilà, tout ça, et ça se fait tout simplement, très simple. Et n'imaginez pas que ce soit très compliqué. On rajoute une petite Greta Thunberg, elle est bien. Donc voilà. Il y a un truc, j'ai fait une conférence il y a longtemps avec Alain Finkielkraut et avec Régis Debray. Et les deux tapaient sur Greta Thunberg. Mais vraiment, et je leur ai dit, mais attendez, oui, elle est énervante, c'est sûr qu'elle est énervante. Mais elle a des choses à dire, et puis elle représente la jeunesse. Donc je leur avais dit de se calmer un peu là-dessus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes qui se réfèrent à elle. Donc il faut l'entendre. Il faut toujours entendre quand il y a beaucoup de gens qui se disent oui mais c'est ma référence et tout. Il faut l'entendre. Voilà. Et moi, même quand on n'est pas d'accord, elle a dit un truc l'autre jour sur les Palestiniens, j'étais pas d'accord, mais c'est pas grave. Un petit Depardieu pour la route, voilà. Avec une petite Corée, voilà. Bon début 2004, je l'ai fait à ce moment-là. Un petit capitaine Haddock, je suis persuadé que le capitaine Haddock n'aurait jamais voulu se faire vacciner. Tout le monde se dit ça, mais je le vois arriver avec l'infirmière, tout ça, je sais pas, voilà. La Castafiore, d'ailleurs, je crois qu'il y a... j'ai enlevé ma petite Rachida Dati. Il y avait une Rachida Dati qui faisait la même chose que la Castafiore, je la retrouverai. Ah, ça, vous voyez, par exemple, ça, c'est un dessin qu'on m'a demandé. J'écoutais France Culture ce matin, et Guillaume Hergé, drôlement bien cette émission le matin, entre 7h et 8h et 9h15, et je prends des notes. Il avait invité quelqu'un que je ne connaissais pas, une Italienne, qui parlait de la Palestine. Et c'était très intéressant. Vraiment, je suis étonné par la qualité des questions posées par le journaliste qui les interroge. Je ne sais pas comment je... En plus, on sentait qu'ils n'étaient pas forcément d'accord. Et ça, j'aime bien, parce que même quand ils ne sont pas d'accord, le gars, il arrive à formuler des questions formidables. Vraiment, je suis admiratif. Donc, je vous parle de ça parce que j'ai fait ça au moment, après le 7 octobre, quand il y a eu le drame du 7 octobre, plus le drame des Palestiniens. Le 7 octobre, c'est le drame des Israéliens qui avaient été tués. Il y avait plus de 1000 personnes qui avaient été tuées le 7 octobre. Et puis les 40 000, 50 000, 60 000 Palestiniens. Donc on m'a demandé 2 fois, des orchestres m'ont demandé de faire l'affiche d'une soirée pour la paix au Proche-Orient. Et c'est là où je me rends compte, et ça me fait penser à une autre intervention de France Culture, parce qu'il il a invité la semaine dernière des gens, comment ça s'appelle ce terme, choisis ton camp. C'est-à-dire que ou t'es blanc ou t'es noir. Et là, ou t'es palestinien ou t'es israélien. Et moi, je veux les deux. Et en fait, les deux orchestres séparément, sans le savoir, ils ne se connaissaient pas, ils ont refusé le dessin parce que je tenais à ce qu'il y ait la colombe bien sûr, mais avec un petit palestinien avec son archet, avec le drapeau, et puis un petit israélien. Et en fait, ils voulaient faire la paix au Proche-Orient, mais sans les Israéliens. Et ça, c'est dans l'air aussi. Et moi, je me fais engueuler par les deux. Quand je fais un dessin où je m'apitoie sur le sort des Israéliens, que tu as besoin, voilà. Et quand je m'apitoie sur le sort des Palestiniens, on me dit que je suis antisémite. C'est quand même une époque un peu compliquée. Et moi, je tiens à rester, à dire ce que j'ai envie de dire. C'est pas... voilà, là, il y a une petite poupée à 399 €. Alors, j'ai appris, on a fait tout un pataquès sur Chine, la plateforme, il paraît qu'elle est vendue partout. Voilà, donc c'est un vrai gros sujet. Voilà.
qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Moi, je peux répondre à toutes vos questions, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est moi en Zorro quand j'étais petit, voilà. C'est parce que demain, je vais voir un copain d'enfance ici, demain soir, et je jouais avec mon costume de Zorro avec lui quand on était petit. Il habite pas loin. Vous voyez, bar, voilà, et donc le rouge que j'ai fait là, il se retrouve après avec le rouge, et puis je fais les gens en terrasse. Et d'ailleurs, en plus, j'habite le 10e arrondissement, à côté de la Bonne Bière, qui est un des premiers qui a été attaqué par les djihadistes il y a 10 ans. Voilà. Donc le boulot du dessinateur, c'est de défendre la liberté d'expression. Moi, j'adore aller en Algérie. J'adore mais à la fois ils sont dirigés quand même par des gars un peu curieux, qui foutent en taule des gens qui s'expriment et qui vont en taule. Alors heureusement il a été libéré. Voilà, donc vous voyez, quand il y a une frustration, quand on dit qu'est-ce qu'on a besoin, l'avantage de faire un dessin, alors si je savais faire une pièce de théâtre, si je savais chanter, si je savais danser, je le ferais en sous. Moi, je me dis, tiens, je vais me calmer en faisant un dessin. Vous voyez, c'est le dessin qui me fait du bien. Voilà, comme ça, alors lui, le chef de l'État, il faut dire que les gens me disent c'est une caricature. Non, c'est un portrait, il est comme ça. Alors ça, c'est le dessin que j'avais fait au tout début. Voilà. Et puis peut-être que... Ah, donc regardez, ça c'est il y a 3 semaines. Je suis en Belgique et je suis accompagné en voiture et je dis à mon ami, oh là là, attends, je voudrais revenir sur la poubelle parce que je voudrais la prendre en photo. Il me dit, attends, ton train il est dans 10 minutes. Non, attends, je te dis, il y a une poubelle qui m'a... Alors elle revient, et on était dans le quartier où il y a, vous savez, en Belgique, il y a tout l'OTAN, il y a tous les gens de l'OTAN ici. Fais gaffe, tu vas prendre une photo, tu vas te faire, voilà. Et je dis, mais attends, regarde la poubelle. Lui, il ressemble à Trump, quand même. Je dis, attends, je ne vois que Trump. Elle m'a dit, c'est vite la photo, parce qu'elle avait surtout pas envie que je me fasse casser la gueule par le gars, je sais pas à qui appartenait la poubelle, mais c'est un truc incroyable. Ça arrive une fois comme ça, voilà. Et donc après j'ai fait un dessin, attendez, j'ai fait un dessin qui est pas loin, voilà, c'est ça, c'est un petit Trump que voilà. C'est drôle là, et je pense en image. C'est pour ça que j'ai raté mes études. C'est-à-dire que quand je voyais quelqu'un me parle, quand je vois quelqu'un qui prend une photo, je vois comment sont les mains, comment on est coiffé, comment on met les doigts croisés sur le genou, tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me parle, j'ai un peu du mal à me concentrer sur ce que la personne m'a dit, parce que je vois le dessin, là il y a un photo de l'alliance, je sais pas quoi, et voilà, c'est drôle, parce que je vois tout en image, et c'est à la fois sympathique, et à la fois très fatigant, ce qui fait que j'avais une prof de français dont j'étais amoureux quand j'avais 13 ans, et je me souviens que mon vrai nom c'est Plantureux, et il me disait Plantureux, répétez ce que je viens de dire. Moi je ne savais pas. Par contre, moi je l'ai dessiné sur mon cahier, de face, de profil, avec la blouse, sans la blouse, le portrait, vous voyez, j'avais tout un truc. Heureusement, elle avait mais les profs, j'ai beaucoup aimé les profs, vous voyez, et même si j'avais des 3 sur 20, voilà. Donc, moi je peux vous montrer des tas de trucs, hein. Je peux vous montrer Trump, c'est-à-dire qu'il est sympa à faire. J'ai encore revu les images sur le défilé du 14 juillet, qui pour moi était une réussite. Mais quand le metteur en scène dit qu'il n'a pas voulu faire, c'est mon point de vue, c'est une opinion, il n'a pas voulu faire la scène du Christ derrière le chanteur, Catherine, qui s'appelle Catherine, moi je n'ai vu que la scène du Christ, pour moi. Il lui dit que non, c'est pas grave. J'ai adoré la soirée, et puis il y a eu des polémiques, des trucs, c'est pas grave, là c'est l'ensemble qui m'a plu. Voilà. Et donc, je fais des dessins surtout, hommage évidemment
J'ai regardé la série sur France 2 qui s'appelle Des Vivants. Et c'est drôlement bien parce qu'on nous a expliqué 40 000 fois, puis je suis allé au 36 qui est des orfèvres pour voir le fameux bouclier qui a protégé les policiers qui avançaient lentement, comme ça, rectangulaire, au moment où ils essayaient de libérer les otages. Et la scène, pour de vrai, a été filmée avec des acteurs formidables. Et donc, moi, j'ai pas pu regarder Des Vivants, c'est drôlement bien. Il y en a qui l'ont regardé ? Non, c'est bien, c'est très bien. Moi, j'ai revu le début, j'ai vu que c'était vraiment bien joué, bien dirigé. Et puis j'ai passé à toute vitesse parce qu'on ne peut pas tout voir. Et j'ai vu la dernière séquence, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, la dernière séquence, le dernier épisode. Oh, et c'est là où on voit l'attaque contre les djihadistes. Oh, c'est la première fois que je le vois incroyablement raconté comme ça, avec le courage des gens qui sont venus libérer les otages. Voilà. Donc de temps en temps, j'aime bien faire un dessin, voilà, qui dit merci. Ça c'était le jour pour le 11 novembre, voilà, l'unité nationale. Et donc il se fait bouffer par les États-Unis. Et l'autre qui croyait que c'était un standard, il dit quoi? Il dit finalement, oui, c'est un crocodile. Ouais. Et l'autre qui n'a pas assisté au cours d'histoire, il dit que c'est voilà. Et ça c'est très intéressant. Ouais. Et je dis souvent aux élèves dans les écoles, écoutez les profs d'histoire, parce que c'est eux qui vous font comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 300 ans, parce que vous allez mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe dans... Et donc, voir encore en histoire, j'adorais mon prof d'histoire, j'ai adoré tous mes profs d'histoire, j'avais 3. Et je savais que Louis XVI avait été décapité, je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, je sais que quand il est parti à Varennes, il est parti dans une berline noire, c'est intéressant, et qu'il a été, on lui a coupé la tête à 10h du matin. Pourquoi j'ai retenu ça? Et je ne savais pas pourquoi il était... Donc j'inventais. Et d'ailleurs, le prof d'histoire lisait ma copie pour distraire les copains. Quand il disait, je vais vous lire la copie de Plantureux, tous les copains disaient, ouais, c'est super, parce qu'il y avait une bêtise sur bêtise. Voilà. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est quand il a été libéré. Du coup, ça m'a permis de parler de Christophe Glaise, qui est l'autre personne qui est en prison en ce moment en Algérie. Est-ce que vous voulez que je réponde à des questions? Moi, je suis à votre disposition. Il y a un moment, vous me direz quand il faut arrêter. Il y a un micro qui se balade. Est-ce que vous voulez que je peux vous continuer à vous montrer des images Ah oui, là, voilà. Elle a une première question. Attendez. Il va vous... Oui, bonsoir. Pourquoi une souris? C'est la question pendant 2 heures. Pourquoi une souris? C'est ça, normal que vous posiez la question, c'est vrai que ça aurait pu commencer par là. Il y a très longtemps, au monde, il y avait une rédactrice en chef au Monde qui avait viré 2 dessinateurs dans mon journal au Monde, il y a en 2002, quelque chose comme ça. Et j'avais oublié que j'étais dessinateur pour râler, vous voyez, parce que comme elle était au bout du couloir, il y a quand même... Donc j'ai fait des courriers. Alors j'ai écrit, chère madame, voilà, je n'aime pas vos méthodes, voilà, les 2 dessinateurs, voilà. Bon. Et j'ai écrit. Et elle a jamais répondu à mon courrier. Jamais. J'ai jamais eu un mot de... Je ne sais même pas comment elle écrit, voilà. Et donc, comme mon courrier devenait de plus en plus hargneux, pour dire les choses, j'avais fait à la fin, pourquoi, j'ai jamais su pourquoi, j'aurais pu dessiner un hippopotame, j'ai dessiné une petite souris, vous voyez, pas très... Une petite souris comme ça. Et alors, d'habitude, quand je fais une petite souris, je fais un petit cœur, mais elle, non. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, elle n'a jamais répondu, à tel point qu'à l'époque, ah mais oui, c'était même avant, parce que c'était l'époque de Chirac et de Juppé. Voilà. Et donc j'avais fait une souris qui était quand même un peu plus... Alors, une souris énervée, c'est ça, vous voyez oui, vous avez compris que c'est très simple, le dessin, vous voyez, avec énervé, pour rajouter des dents. Alors, on fait des dents, voilà, comme ça.
Voilà, c'est bon. Et puis ensuite, vous la faites comme ça, vous faites les mains comme ça sur les coudes, et puis pour accentuer le côté énervé, vous faites ça, des petits éclairs, tout ça. Bon. Voilà. Et j'ai mis à côté de Chirac, enfin dans mes dessins à la une du journal, à côté des Chirac et des Juppé, j'ai mis une petite souris. Et le rédacteur en chef, il me dit, mais pourquoi tu dessines des petites souris? Mais j'ai dit, l'autre conne, elle me répond. Elle répond pas. Et excusez-moi, hein, pour les enfants, faut pas dire l'autre conne, mais en fait, c'est dans le dessin, vous voyez, le dessin, il me dit à ma place. Et il y a des fois, quand on est énervé, si on peut trouver le subterfuge, comme dirait Molière, le truchement, vous voyez, on trouve et on finit par trouver le petit passeur qui va vous permettre de vous désénerver. Voilà. Et quand je fais des dessins, que je suis énervé au départ, à la fin je suis plus énervé. Voilà, donc je fais moi j'aurais pu dessiner un hippopotame, vous voyez, comme j'essayais de communiquer avec la personne qui était finalement, elle est quand même restée 10 ans. Hein. 10 ans, vous voyez, vous savez quand on se croise dans les couloirs, et vous avez... ça a été comme ça pendant 10 ans. On disait rien, elle savait que j'avais fait des souris à cause d'elle. Voilà, et puis elle est partie, elle était virée du journal, mais alors j'ai pas fait de soutien pour la garder, parce que... Est-ce que je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait envie de poser une question? Vous, et puis je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre. Monsieur, est-ce que dès le début de votre carrière, vous avez fait des dessins politiques? Alors, j'ai commencé très vite à faire des dessins politiques. J'ai adoré Astérix quand j'étais petit. Mon premier album que j'ai acheté moi-même, je me souviens, c'était Astérix. J'ai adoré les dessins de Uderzo. J'ai adoré Lucky Luke. J'ai adoré Tintin, je vous ai dit. Et puis, quand j'ai... Alors, je le dis pour que... à l'époque, j'avais une petite amie qui avait 17 ans comme moi et avec qui j'ai fait 4 ans. Mais c'est pareil, hein, depuis 25 ans, mais avec qui j'ai fait 4 gosses quand même. Et elle avait 17 ans et elle croyait dans mes dessins. Elle y croyait. C'était bien la seule d'ailleurs. Et moi, mes parents qui étaient accablés parce qu'ils disaient putain, il ne comprend rien, ils m'avaient inscrit en médecine alors que j'ai été viré au bout de 2 ans, évidemment, en médecine. Les pauvres. Et donc, le même soir, alors c'est un mauvais plan de communication, ça, ce que j'ai fait, c'est que ma soeur était venue avec une bouteille de champagne parce qu'elle savait que j'allais annoncer à mon père et à ma mère. Et en fait, c'est pas la bonne idée. C'est-à-dire que le même soir, au dîner, j'ai dit, papa, maman, voilà, je vais arrêter médecine. Attends, 7 ans d'études, c'est pas le bout du monde. Oui, mais je voudrais arrêter, je voudrais faire du dessin. Je me dis, c'est en médecine, et puis après, tu feras du dessin. Bah oui, je suis un peu pressé. Alors, donc, et je leur ai dit que j'allais faire de la bande dessinée, parce que moi j'étais amoureux de Charlie Hebdo, de Tintin, tout ça, que j'aimais bien les dessins de Camus, de Wolinski, de Fournier, qui était un grand dessinateur de l'époque. Et j'ai dit que j'allais à Bruxelles, parce qu'il y a une école à Bruxelles qui enseignait la BD. Et puis en plus, je vous dis, je vais me marier et pas à l'église, le même soir. Donc, ma soeur était là, elle pleurait parce que ça gueulait de tout là. Sa bouteille de champagne, mon père n'a jamais su qu'il y avait une bouteille de champagne qui était prête. Mon beau-frère m'a séparé entre mon père et moi. Donc ça a été... mais la politique, j'aimais ça. Et j'étais lecteur du Monde. Et ça s'est fait tout seul. Les premiers... vraiment, j'ai adoré le dessin politique. Je ne sais pas si j'ai des dessins de l'époque. Je crois qu'il y a des dessins. Voilà, oui, c'est ça. Vous voyez, ça c'est mon premier dessin dans le monde. En 72, j'avais 21 ans, une petite colombe avec un point d'interrogation à propos du Vietnam. Vous voyez, et je ne savais pas, vous voyez, à l'époque, je ne savais pas, moi ce que je voulais c'était faire des dessins. Et je me suis dit, tiens, Vietnam, il y a un truc à faire. Et puis, je vendais des meubles au Galeries Lafayette, je les vendais très bien d'ailleurs, des escabeaux en métal. Je les vendais très bien. C'est pour ça que je dis pour les jeunes dessinateurs, il faut savoir vendre ton dessin.
parce que si tu ne sais pas le vendre, ça va être dur. Et donc, d'ailleurs, même à tel point que je travaillais au Galerie Lafayette, et je les vendais tellement bien que je me souviens qu'il y avait un acteur très connu qui était venu acheter un escabeau, et il est reparti avec 2 escabeaux. Et tous les copains de l'étage m'ont dit, mais comment t'as fait des escabeaux, on a jamais vu ça. Voilà. Et donc ça c'est important. Et puis la politique, il faut aimer la politique. Moi j'adore la politique. Et dans une autre vie, je ferai de la musique. Et dans une troisième vie, je ferai de la politique parce que j'aime ça. Je trouve qu'ils ont un boulot, ils se font engueuler tout le temps, mais c'est un beau métier. Et ça me plaît. Et donc, le dessin au monde. Ah oui, un truc que je dis aux enfants, parce que je vous ai dit, là, il y en a qui va, comment on fait pour être connu? Mais je dis, bah, je ne sais rien, mais travaille. Et quand j'ai fait mes premiers 3 dessins, au mois d'octobre 72, j'ai reçu un chèque. Et moi, je disais, mais ils sont fous, ils donnent un chèque c'était 600 francs à l'époque. Et j'ai dit, mais je fais des dessins, ils me payent. C'est génial. Et en fait, j'imaginais même pas qu'on puisse payer des dessins à télé. Je vais vous dire à quel point j'étais quand même un petit peu ailleurs. Mais ça me plaisait, parce que voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de... Il y a tellement de dessins que... Ça, vous voyez, ça c'est des dessins que j'ai fait au moment de l'intervention des Soviétiques en Afghanistan, en 79. Vous voyez, j'en ai fait plein. Vous voyez, par exemple, un dessin qu'on ne pourrait pas faire, une publicité pour Copperton, avec les fesses de la petite fille. Si c'est Chine qui vous envoie ça, ça va mal se terminer. Donc il ne faut pas le faire. Il faut faire autrement, c'est pas grave. Un dessin que je peux encore faire. Je ne suis pas sûr d'avoir voté pour le bon pape. Ah oui, c'est ce que ma femme m'a dit. Ça peut marcher. Tiens, là, justement, je vous parlais d'Arafat. Là, c'est en 91, vous voyez, un gars qui dirige les Palestiniens, il est réfugié en Tunisie, il n'est pas capable de dire je reconnais le peuple israélien, et que quand je lui tends un feutre bleu, il me dessine l'étoile de David du drapeau israélien quand même. Et donc c'est génial. Et à la fois, vous avez vu, j'ai un peu morflé un peu. Et lui, qui n'était pas capable il me signe le dessin, c'est quand même incroyable. Et quand je suis revenu à Paris, on me dit t'as été voir un terroriste, t'es fou, t'es cinglé. J'ai dit voilà, je vais aller demander à Mitterrand si je peux l'accompagner à Jérusalem. Et comme il allait en 92 à Jérusalem, j'ai demandé à Shimon Peres de me recevoir, vous voyez, et ça s'est fait. Et il a terminé, signé le dessin, commencé par Arafat et signé par les deux. C'est quand même incroyable. Pour vous dire que comme M. Jourdain qui ne sait pas, qui fait de la prose ou des vers, je ne savais pas que je faisais de la... Là, c'est de la politique. Et puis quand on me dit, ouais, mais vous avez été manipulé, mais certainement, mais j'en suis sûr que les deux, ils sont foutus de moi. Mais c'est pas grave. Pourvu qu'il y ait une spontanéité dans les échanges. Et quand j'ai revu Shimon Peres longtemps après, quand il est devenu président, ah oui, il y a un dessin que je ne sais pas s'il est là. Il y a un dessin que j'ai montré à Shimon Peres président. Je vais le retrouver parce que, vous voyez, c'est un dessin auquel je crois beaucoup. Vous voyez, c'est ce dessin-là. On est à la présidence de la République d'Israël. J'ai Shimon Peres qui est président à ce moment-là. Et je lui dis, j'ai un dessin à vous montrer. Alors, bon, oui, allons-y. Et je lui dis, vous voyez, un État palestinien caché dans ce dessin, sauras-tu le retrouver? Alors, il a vu les grues, il a vu les colonies, tout ça. Et la numéro 2 de la présidence qui me regarde, elle me dit, t'es con, quoi. Elle m'a pas dit ça, hein. En plus, elle m'a dit, elle aurait dit en délo, je comprends pas. Mais c'était une manière de dire, mais t'es fou. Tu t'adresses au président d'Israël. Mais c'est pas grave. Donc on s'est quitté un peu frais, hein, mais c'est pas grave. Parce que pourvu qu'il y ait quand même un désir de dialogue et de dire, d'ailleurs la fille que j'ai entendue ce matin sur France Culture, elle dit il faut revenir aux accords de 67. Il y a Israël, il y a la Palestine et les accords de 67, il faut revenir. Et qu'ils puissent quitter la Cisjordanie. Vous voyez, c'est tout simple, mais c'est un discours qui, si on est pour les deux, c'est jamais bon. Il faut être ou pour l'un ou pour les autres. Moi, je veux qu'il y ait à la fois la Palestine et Israël. Regardez le dessin que j'ai fait il y a au moins 15 ans.
c'est en écoutant de la musique que j'ai achetée à l'Institut du monde arabe, il y avait des poèmes. Et dans un des poèmes, il y avait un proverbe arabe qui dit « Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. » Moi, je trouve ça merveilleux. Alors, encore une fois, spontané, je dis « Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah, je vais faire des étoiles, je vais faire une balançoire. Ah, mais les étoiles, je vais faire l'étoile de David. Ah, mais je vais faire une étoile comme le drapeau tunisien ou le drapeau turc, où il y a à la fois le croissant et l'étoile. Et donc, ça se fait tout seul. Et puis à la fin, je dis « Ah, mais je vais mettre deux petits bonshommes, un petit israélien, un petit palestinien. » Voilà. Et puis j'ai rajouté une aquarelle voilà, pour faire un peu lyrique dans le dessin. Vous voyez, en fait, voilà, vous voyez par exemple un truc, l'Olivier de Ilan Halimi, qui a été assassiné il y a quelques années, après beaucoup de tortures. Je ne savais pas d'ailleurs qu'à sa tombe, de ce jeune Français qui a été tué par antisémitisme, par des barbares, je ne savais pas qu'il y avait un olivier sur sa tombe. Et il y a d'autres crétins qui sont arrivés il y a ils ont scié, vraiment, je demande où ils vont chercher cette haine, ils ont scié l'olivier qui était sur la tombe de Ilan Halimi. Et en même temps, une autre information, qui est passée un peu inaperçue, c'est-à-dire qu'il y a des oliviers aussi en Cisjordanie, et qui sont coupés par des colons. Et donc je me dis, ben voilà, il faut associer les deux, il faut parler des deux, il faut à la fois pleurer sur le sort de ce pauvre Ilan Halimi, et à la fois pleurer sur le sort des Palestiniens qui sont maltraités en Cisjordanie. Voilà. Et c'est le parcours que je fais régulièrement dans mes dessins. Ça, c'est avec Cabu. Il y a longtemps, évidemment, avant 2015. Ah, ça c'est drôle, parce qu'il y a Cabu qui est là, vous voyez. Celui-là, là il y a Charles, là il y a Volinsky. Alors pour une raison que j'ignore, il avait enlevé son pantalon. Ça, je sais. J'ai jamais su pourquoi, mais c'est pas facile à gérer, vous voyez, c'est ce qu'on ne comprenne pas, les mecs avec leur Kalachnikov. C'est comme disait la femme de Volinsky, elle me disait, on a connu une époque d'insouciance. L'insouciance. Maintenant, l'insouciance, on n'a plus le droit. Et c'était une époque d'insouciance, vous voyez. Est-ce que vous voulez que je réponde à des questions? J'avais vu quelqu'un, vous, monsieur, et puis, voilà. Oui. Allez-y, il y a un micro qui va arriver. Merci beaucoup. Pour un dessin publié, combien de dessins ont été inacceptés? Ah oui, merci pour la question. Une question gentille presque. Parce que des fois, non, mais c'est parce que en sous-texte, ça pourrait être des dessins refusés. Il a dit inaccepté, ce jeune. Ou censuré. Hein, mais j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à tous les cas de figure. Et je vous dis franchement, merci pour la question, parce que en fait, j'ai eu la chance, en 50 ans au journal, de publier tous les dessins, toutes les opinions, pas tous les dessins, c'est des dessins refusés, il y en a eu beaucoup, hein, mais des dessins, des opinions refusées, jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une opinion à laquelle je croyais, il y a mille manières de dire les choses. Elle finissait par être imprimée. Et il y a même eu des fois, il y a eu des moments compliqués, parce que des fois, on pouvait ne pas s'entendre avec les directeurs de la rédaction, avec les rédacteurs en chef. Et en fait, malgré ça, quand je regarde les dessins imprimés au moment où je ne m'entendais pas avec tel ou tel responsable, en fait, je regarde les dessins. Et les dessins ont été... mais je peux vous montrer des dessins impubliables. Sur Strauss-Kahn, par exemple, je peux vous en montrer. Hein. Vous voyez, un dessin casse-gueule, mais qui est passé... Il n'y a pas eu l'ombre d'une lettre d'engueulade. On mélange les trois religions, un imam, un rabbin, un curé, les trois dans le même livre, les draps sont roses, allez, c'est passé comme une lettre à la poste, et il n'y a pas eu de problème, vous voyez. Et souvent, quand je vois des jeunes dessinateurs, je dis, mélange les trois religions, tu n'auras pas de problème. Alors, mon petit Strauss-Kahn, je dois avoir un Strauss-Kahn qui traîne. Oui, voilà,
là, voilà, bon, ça, un dessin publié dans le journal, ça là, c'est pas... Alors justement, j'avais dîné une fois avec sa femme, je lui ai dit, mais pourquoi vous le dessinez vert? Je lui ai dit, ben, je le vois comme ça, moi. Alors elle n'était pas convaincue par ma réponse, bon, voilà. Et donc j'avais fait la femme de chambre qui m'avait violé, et voilà. Et alors je voyais, je vais faire un aspirateur. Ah non, je vais faire un aspirateur médiatique, donc ça devient un aspirateur, et puis j'ai fait une caméra, vous voyez. Je vous dis, c'est une conversation toute simple. Et puis le dessin impublié, évidemment, le talon d'Achille de Lascar, évidemment, il ne va pas être publié. Mais ça ne choque pas, je m'en fous, je sais pas. D'abord en plus, au journal du Monde, ils avaient un peu, vous savez, ils ont un côté un peu coincé, donc j'aime bien leur balancer des trucs. Quand le leader, quand Nelson Mandela a été libéré au bout de 27 ans de prison en Afrique du Sud, ils m'ont dit, il faut que tu fasses un dessin sur la libération de Mandela. Je dis, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai fait Mandela. Alors, évidemment, il n'a pas été publié non plus celui-là. J'avais fait Mandela qui sort de prison et il dit, au bout de 27 ans de prison, j'ai un peu envie de baiser. Et donc, ils m'ont dit, attends, c'est le monde quand même. Mais j'ai fait un autre dessin, donc voilà, c'est pas grave. J'en avais encore un autre qui est encore pire. Il sortira tout seul. C'est ça qui est drôle. Tiens, on est un samedi, on parlait beaucoup de la pédophilie dans l'église, qui n'existe plus. Et parmi les brouillons, pour répondre encore à vos questions, je montre le dessin impubliable. Les voix du Seigneur sont impénétrables, et le gamin il dit ben, il y a bien qu'elle. Bon. Et mon rédacteur en chef, qui s'appelle Franck, que j'adore, le samedi, il était le seul aux commandes. D'habitude, ils sont 12. Là, je vois pas. Je lui propose 5 brouillons, comme souvent, dont celui-là, pour moi, il était mort celui-là. Il me dit, on va choisir celui-là. Il a dû fumer la moquette, je sais pas. Et donc, il a été publié, j'ai fait au propre, il a été publié. Et évidemment, il s'est fait remonter les bretelles après par le petit copain, mais j'ai profité à chaque que je le croise, que je le vois, je lui dis ah, je te remercie. Alors, j'ai eu plein d'envie, bien sûr, mais c'est pas grave. J'aime bien faire des dessins qui puissent un peu asticoter. Ou par exemple, le dessin sur le pape. Benoît XVI, il m'énervait lui. Parce que quand il dirigeait l'église allemande, j'avais fait un dessin que j'avais montré à une rédactrice en chef. C'est pour vous dire comment on fait pour montrer un dessin impubliable. Donc je raconte à ma rédactrice en chef à l'époque que j'adorais. Je dis écoute, je vais faire un truc sur Benoît XVI parce que quand même, il a quand même protégé tous les pédophiles de l'église en Allemagne avant d'être pape. Elle me dit voilà où tu vas là, t'as quoi comme idée en tête? En gros, je lui dis attends, je vais faire pour demain, mais c'est ça que j'ai en tête. Pédophilie, le pape prend position, et le gamin il dit quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche. Alors elle est tombée à la renverse. Et je dis non, je ne vais pas le faire. Et comme toutes les semaines, dans le journal, ils me demandaient de raconter ma semaine, dans le M de la fin de semaine, j'ai fait ça, j'ai fait la page. Où je montre le dessin, et finalement il a été publié à 500 000 exemplaires, vous voyez, pour montrer qu'il n'a pas passé, pour dire voilà, j'ai voulu la directive de la réforme, je raconte tout ça. Mais en fait, je raconte et je publie le dessin en même temps. Et c'est là l'entourloupe des artistes, c'est qu'on on peut pas, mais on peut. Voilà. Il y a toujours manière de. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. C'est vous. J'aimerais savoir comment vous avez eu l'idée de créer Cartooning for Peace, comment ça s'est passé concrètement. Oui. Alors, sur Sofiane, oui, répétez la question si vous voulez. Oui, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous avez créé Cartooning for Peace et puis votre rencontre avec Kofi Annan. Accessoirement, je suis membre du groupe d'Amnesty International sur Bourgoin. Ah, ça veut dire sur le bon point, ça veut dire quoi? Sur Vous voyez par exemple, j'ai retrouvé, je vais répondre à votre question, mais je retrouve mes petits chinois. Vous voyez par exemple un dessin pour
pour mieux répondre encore à vos questions. Là, on est en janvier 2020, et à ce moment-là, on ne savait pas d'où venait le virus. On ne savait pas si... D'ailleurs, ça m'a appris à dessiner un pangolin. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un pangolin. Dessiner une chauve-souris, bon, ça va. Et puis, en janvier 2020, je ne sais pas vous remettez dans le contexte, c'est dessiner une éprouvette d'un laboratoire de Wuhan en Chine, c'était casse-gueule, parce que ça pouvait laisser entendre que peut-être, ce que ne voulaient surtout pas, et je crois que les médecins, les spécialistes, les scientifiques disaient non, c'est certainement, parce que c'était une époque où il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait un segment de l'HIV, du sida, qui avait été coupé dans un magasin, dans un laboratoire chinois, et pour essayer de faire un H1N1 plus le sida pour inonder la planète. Donc c'était dans l'air. Donc, mes rédacteurs en chef, comme souvent au monde, ils ne m'ont jamais dit qu'ils le refusaient. Ils faisaient partie des 4 ou 5 brouillons que j'ai dit. Mais je l'ai proposé 50 fois ce dessin-là, parce que moi j'y croyais. Et en décembre 2020, il a été publié. Vous voyez, il faut pas lâcher l'affaire, c'est tout. Et c'est là où je me retrouve, là, avec à l'ambassade de Chine, et c'était avant de manger, vous voyez, là je rigolais. Mais après, mais ils ont vraiment été charmants. Mais je ne savais pas où j'allais. Et pour Kofi Annan, eh ben, lui, au moment où il y a eu les Danois qui ont fait les fameux dessins de Mahomet, en fait c'était des dessins contre le fondamentalisme, c'est pas du tout des dessins sur Mahomet, mais il y a eu 200 morts au Pakistan, il y a eu une petite plaisante. Moi je devais faire une expo dans le monde arabe qui a été annulée, à Beyrouth en plus. Donc tout ça, c'était toutes les ambassades étaient entourées par des sacs de sable et des gendarmes qui protégeaient nos ambassades, nos ambassadeurs et tout ça. Donc Kofi Annan, que je connaissais, parce qu'il m'écrivait régulièrement, puis on s'était rencontrés plusieurs fois à Paris, il m'avait dit, il faudrait que tu rassembles des dessinateurs du monde entier à New York, aux Nations Unies, et des chrétiens, des juifs, des musulmans, voilà, et que on puisse faire une conversation sur comment continuer à faire des dessins en faisant des passerelles entre les religions, entre les régions, entre les opinions, entre les cultures. Moi, comme je les connais tous, voilà, j'ai fait comme une mission impossible, c'est-à-dire on prend celui-là, et donc on a fait venir plein de dessinateurs à New York. Et ça a été le début de ce qu'après Kofi Annan, quand il m'a rattrapé par la manche, il m'a dit il faut que tu penses à faire une association. Et c'est lui qui a inventé le mot Cartooning for Peace. Et à l'oreille, comme moi qui suis nul en anglais, je me dis c'est pas mal, Cartooning for Peace, c'est bien, le dessin pour la paix, c'est bien. Et donc ça s'est fait assez simplement. Ce que je ne savais pas, c'est que je ne savais pas ce que c'était que de faire du bénévolat à temps complet, comme vous à Amnesty. On croit que ça va, c'est du bénévolat. Non, c'est un boulot de tout le temps. Et donc j'ai compris que je faisais et à la fois mon dessin pour le journal et des dessins pour sortir de prison des dessinatrices, des dessinateurs, comme en ce moment, là, il y en a un qui est en prison en Turquie, enfin il y en a plusieurs. Mais donc, le rôle des ambassadeurs, le rôle du conseiller culturel, le rôle de tous les réseaux du Quai d'Orsay, on a même une ambassadrice des droits de l'homme, et quand on la dérange, c'est 3 ou 4 fois par an, c'est vrai, elle sait que c'est du lourd, c'est parce qu'on sait que, et en général, ça se passe toujours bien. Et à la fin, je suis allé en Iran pour essayer de sortir un dessinateur de prison. Ça s'est pas fait tout de suite, mais quelques jours après, il a été libéré. Vous voyez, et vous savez pourquoi il avait été en prison? C'est incroyable. Il avait dessiné l'ayatollah Khomeini en footballeur. Je peux vous dire que ça avait été très loin comme un dessin violent. Hein. Et il a fait de la tôle, mais il a été libéré. Donc c'est une suite de vous voyez, par exemple, un des dessinateurs danois qui a trouvé l'astuce. Vous voyez, les dessinateurs. Il dessine Mahomet, il est flouté. Et bien, quand on floute Mahomet, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais eu d'ennui, celui-là. Il dessine Mahomet, il est flouté. Voilà. Donc, c'est une astuce pour essayer de... Par contre, si moi, je fais un dessin et que je vais en Iran avec ce dessin-là, ça ne va pas le faire. Mais par contre, on a fait venir une dessinatrice iranienne
à Paris pour faire des dessins contre la peine de mort. Vous voyez, elle l'a fait, elle est revenue dans son pays, elle n'a pas, on lui a dit fais gaffe quand même, et elle n'a jamais été en prison. Mais elle est fichée, ça c'est sûr qu'elle est fichée. Ça c'est une dessinatrice à Gaza, que j'avais rencontrée à Gaza. Évidemment, elle était du Hamas, hein, bien sûr. On n'était pas d'accord. Vous voyez, alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Vous voyez, quand on essaye de défendre un dessinateur, ça c'est un dessinateur portugais qui avait dessiné Trump avec une kippa. Et moi je connais les usages avec les lectrices et les lecteurs du monde. Je sais que dessiner un président des États-Unis avec une kippa, casse-gueule. Et Antonio, le dessinateur de Lisbonne, sans que le New York Times ne lui demande, utilise son dessin dans le New York Times. Grosse polémique aux États-Unis, ouais, c'est un dessin antisémite, c'est une honte, elle met une planétaire, hein, la polémique. Et donc le New York Times décide à ce moment-là de supprimer tous les dessins du New York Times et de virer tous les dessinateurs. Parce que les peurs se sont installées. Ça c'était il y a 6 ans à peu près. Et les peurs se sont installées dans nos pays, on ne devrait pas avoir peur. En France, aux États-Unis, on ne devrait jamais avoir peur de faire un dessin. Et bien il y a des rédacteurs en chef, des directeurs de journaux qui maintenant se sont installés dans la peur. Donc, grosse polémique. Ensuite, il y a un dessinateur tunisien qui a voulu le soutenir. Il dit, moi je vais le faire avec un Saoudien, et il n'y a pas de problème, parce que là, il n'y avait pas de connotation Mais, pour vous dire, moi j'ai retrouvé cette photo, quand Trump il va au mur des lamentations, il a une kippa. Vous voyez, c'est pour vous dire que des fois, il y a des polémiques. Où on nous traite de tout, d'anti-ceci, d'anti-cela. Et en fait, il faut juste retrouver les bons documents et dire on se calme. Et le dessinateur Antonio, que j'adore, c'est pas un dessinateur antisémite. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de. Tiens, ben voilà, mon BHV. Vous voyez, BHV, j'étais content du BHV. Et puis le président, il dit allez, les poupées, on va faire les courses. Voilà. Alors là, il y a la petite poupée. C'est drôle, il y a la petite poupée qui est dans la poubelle. Voilà. Et alors, vous voyez, par exemple, dessin. Moi, allez jusqu'au bout. Dessin censuré, ça c'était il y a 10 jours. J'ai fait un dessin. Où je critique les Chinois, où je critique la plateforme Chine, où je critique les poupées pour pédophiles, évidemment, et je le mets comme toujours, sur Facebook, sur Twitter, sur X, et puis sur Instagram. Et je reçois jamais ça m'est arrivé. Monsieur Plantu, vous êtes banni de Facebook parce que vous avez fait du tort à notre communauté. Alors je lui ai demandé ça, j'ai dit quoi, j'ai fait la communauté des Chinois, la communauté des pédophiles, qu'est-ce que j'ai fait Et en fait, pendant 24 heures, j'ai été banni de Facebook. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est si grave? Je me suis dit, non, c'est peut-être pas très grave, après tout, c'est pas vrai. Mais à la fois, c'est pour vous dire qu'on est dans quand même une époque où il y a un côté, ouais, t'as fait ça, mais hop, t'as une trappe et tu disparais. Et ça, on a tous ça en tête, et je le dis souvent aux enfants dans les écoles, hein, quand on est 300 comme ça, dans une classe, et qu'il y en a un qui ne pense pas comme les autres, je dis toujours aux élèves, mais laissez-le parler, il a des trucs à dire, c'est peut-être une bêtise, on s'en fout, ne vous moquez pas de lui. Voilà, c'est là où on peut essayer d'inventer, comme vous disiez dans les discours au début, comment on peut inventer un dialogue. Enfin, vraiment, là j'ai défendu. Ah oui, alors là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher. C'est vraiment un complot public. Entre Trump et Poutine. Non, je voulais vous montrer ce dessin-là parce que. Antonio, il a fait ce dessin-là. Vous voyez, pour vous dire à quel point, il y a un moment où on a tous un côté, ouais, je vais y aller. Et je dis à Antonio, alors ton Trump en gorille, formidable, je ne sais pas comment il a fait Paul par poil. Mais je lui dis à Antonio, on est bien d'accord que Trump, tu l'as fait en gorille, d'accord, mais tu ne l'auras pas fait pour Obama. Et il me dit, évidemment que non. Vous voyez, on a tous un petit moment où on dit, ça je vais le faire, ça je ne vais pas le faire, vous voyez. Et même lui, qui a peur de rien, je ne vois pas l'intérêt. Donc il a exclu. Mais par contre, pour Trump, ça va, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Vous voyez, Trump, il y a deux... caca les autres, oui, bon, ça c'est...
Et puis c'était au moment où il était copain avec Elon Musk. Et puis après, c'est quand il n'est plus copain avec Elon Musk, vous voyez, c'est la deux manières de... Oui, le dessin, il faut toujours que ce soit un côté politique et que ce soit ludique, qu'on se fasse plaisir. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait... Et puis vous me dites, hein, quand... Oui, allez-y. Mais je remercie la technique, hein, parce que les dessins sont drôlement bien, parce que c'est pas toujours le cas, bien projetés, le son il est bon, et vraiment je les remercie parce que... Donc vous dessinez depuis 1972, ça fait à peu près un demi-siècle. Ce demi-siècle correspond aux grandes étapes de l'émancipation féminine. Oui. Moi, je fais partie de cette génération-là. Et je voudrais savoir si vous avez là des dessins qui concernent le sujet et si ce sujet vous a intéressé. Le féminisme? Oui, le féminisme. Mon avocate, c'était Gisèle Halimi. Et alors c'est drôle parce qu'elle m'engueulait tout le temps, Gisèle Halimi, parce qu'elle ne trouvait pas... Alors j'ai réglé le problème avec elle, je lui ai dit arrêtez, je ne suis pas féministe. Elle me dit ce jour-là, elle m'a foutu la paix. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on est féministe, évidemment, il y a toujours un moment dans la journée, tu appelles ça féministe. Donc j'ai réglé le problème. Et en fait, elle était très simple, elle m'a toujours défendue. Quand j'ai eu des procès, elle était là, elle me défendait, mais alors, j'ai jamais vu ça. Je me souviens que j'étais devant la juge, Gisèle, elle était là, et je la regardais tellement, mais c'était moi qui la calmais un peu, parce que, d'accord, j'étais mis en examen, mais ça va, et j'avais presque envie, et la juge, elle me disait, c'est moi qu'il faut regarder. Alors, oui, c'est elle qui m'intéresse quand même. Et à la fin, elle éparpillait façon puzzle les gens de la partie adverse, à tel point que j'en étais presque gêné. Alors on a gagné à chaque fois, mais alors là, au niveau féminisme, là elle m'a secoué, hein. Mais vraiment, elle était incroyable. Est-ce que vous avez des dessins, justement, qui... Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, mais ça c'est normal, hein. Et d'ailleurs même, il y a même des dessins, alors sur le féminisme, sur le féminisme, c'est pas un dessin sur le féminisme, mais c'est parce que j'ai écouté une émission sur la princesse de Clèves, et avec les enfants dans les écoles, je sais pas ce que c'était qu'un croche. Voilà. Et en fait, l'histoire de la princesse de Clèves, c'est pas un croche, c'est une vraie histoire d'amour. Alors, des dessins sur le féminisme. Par exemple, j'ai défendu un dessinateur. Alors ça c'est Gisèle qui me défendait, et à chaque fois j'étais étonné, et à chaque fois parce qu'être mis en examen c'est pas drôle, et à chaque fois elle me sortait de l'ornière et ça se passait bien. J'ai des dessins, par exemple quand j'étais à Khartoum, vous voyez, à Khartoum j'ai fait des dessins avec un dessinateur soudanais à Khartoum, qui lui avait à cœur de défendre les femmes qui étaient mutilées au Soudan, et donc il n'a pas arrêté de faire des dessins. Alors moi, faire des dessins contre les mutilations sexuelles, c'est facile, j'en ai fait plein, et à chaque fois je me fais engueuler, parce qu'on me dit que je suis anti-musulman dans ces cas-là, alors que non. Et même d'ailleurs, quand je suis allé en Égypte, les Coptes chrétiens, ils font aussi des mutilations sexuelles. Bon. Et là, ce dessinateur, il a circulé dans toutes les écoles au Soudan. Vous voyez, le courage, parce qu'il faut le faire quand même au Soudan. Hein. Et à la fois, c'est un dessin en 5 cases. Vous voyez la petite fille avec sa maman, la famille, les tantes, la marraine, tout ça. Et puis après, elle croit comprendre ce qui va se passer. Ensuite, oui, elle a compris, il y a une lame de rasoir qui s'approche. Et puis, après, il y a du sang partout, la maman qui pleure, mais elle aurait peut-être pu se réveiller un peu plus tôt, et à la fin, la petite fille est morte. Donc, des dessins comme ça, on a fait beaucoup de dessins à Cartoon for Peace pour parler du féminisme. Par exemple, un dessinateur que nous avons défendu en Tunisie, à partir d'une photo en Tunisie, qui ne posait aucun problème, c'est une mannequin allemande, très connue, pareil, je ne la connais pas, et lui c'est un footballeur allemand, tunisien, pardon, très connu, je ne le connais pas. Bon. Et donc, la photo a été dans les kiosques en Tunisie. Et là où ça a eu un drame, c'est qu'ils ont mélangé la même photo
avec la langue arabe d'un journal tunisien. Alors là, le directeur a été viré, le rédacteur en chef a été viré, il y a eu des manifs assez violentes contre parce que mélanger la nudité d'une femme avec l'écriture arabe, ça n'a pas plu. Ce qui fait que j'ai un copain qui s'appelle Chibdi Ben comme ça, il a fait la même photo, il a dit retoucheur, c'est un métier d'avenir. Voilà. Vous voyez, comme quoi on peut toujours essayer de défendre les femmes, il y a toujours une manière de trouver un subterfuge. Et puis, un dessin qui n'est pas féministe, ça c'est en 92, on parlait beaucoup de Maastricht, et j'avais fait le Mitterrand avec la reine d'Angleterre. Tu me sens que t'es Maastricht, ça c'est pas très féministe. Ça aussi c'est pas féministe, la Chine a tout pris, non c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a comme... par exemple, faire un dessin tout simple pour le drame de Gisèle Pénicaud. Vous voyez, c'est à la fois faire son portrait et de rien, il n'y a rien, tout le monde est au courant de ce qu'elle a vécu. Donc c'est une manière de pleurer sur... Tiens, le dessin Strauss-Kahn, je le cherchais tout à l'heure. Il a fait la branche sur laquelle il était. Ah oui, il était pas très féministe, lui, hein, je crois. Tiens, justement, les femmes, il y a tellement de sujets passionnants à raconter sur le sujet dans le monde. Par exemple, défendre les femmes en Iran, c'est presque... je veux dire, il y a des filles qui veulent absolument se voiler et en Iran, elles veulent absolument enlever leur voile. Qu'est-ce qu'il y a comme dessin? Tiens, on va aller parler en mes dessins où je défends, vous voyez, les femmes qui sont dans notre pays, et puis il y a la fille dont on peut penser que celle-là, elle vient de... Ses grands-parents, ils viennent peut-être de Tunisie, et celle-là peut-être du Sénégal, j'en sais rien. Et puis elle dit, c'est quoi ce nouveau truc? Et l'autre qui est dans sa cage, elle dit, c'est ma religion. Vous voyez, un dessin comme ça, j'ai eu plein d'ennuis. Et donc, et même quand il y a eu la fameuse loi contre la burqa, où j'ai voulu défendre, alors que c'était Sarko, je n'étais pas un dingue de Sarko, un dessin écolo et féministe, là c'est un dessin turc. Alors, c'est ça qui est beau, c'est la danse de la pluie, c'est un dessin turc, et le Sioux, il veut inviter la fille du chef Sioux à danser. Et alors lui, il dit, en turc, hein, il dit, est-ce que je peux inviter votre fille à la danse de la pluie? Et le chef Sioux, il dit, oui, mais la flotte pas trop parce que je crains des inondations. Je trouve que c'est... Là, il y a tout qui a raconté, moi je trouve ça merveilleux. Un dessin féministe, alors ça c'est il y a très longtemps. Hein, tu vas faire de la politique, tu sais même pas faire une fausse facture, vous voyez. Et vous voyez, ce dessin-là, je l'ai fait il y a 25 ans, et en fait, je le donne très souvent, ce dessin. Il y a des dessins qui vieillissent très vite, et des dessins qui tiennent la route pendant très longtemps. Est-ce que vous voulez que je réponde à d'autres? Oui, il y en a deux qui sont là. Et puis je crois que j'ai vu quelqu'un par là. Est-ce que vous avez déjà regretté un dessin? Est-ce que vous avez déjà eu peur d'avoir publié un dessin? Peur, non, mais regretter un dessin, oui, des fois je suis pas... par exemple, quand... Enfin, moi, Sarkozy, je l'aimais pas, et je l'aime toujours pas, hein, mais à la fois, c'est vrai que je l'ai fait quand même, le pauvre, quand même, je l'ai quand même bien gâté quand même. Parce qu'il faut dire qu'il est tellement facile à dessiner. Vous faites les yeux comme ça, voilà, comme ça. Les paupières comme ça, là, voilà. Les yeux comme ça, le nez comme ça, vous faites les joues qui passent comme ça, vous faites les dents gnark comme ça, vous faites les oreilles de Spock, voilà. Ensuite, vous terminez, il est fait à la règle, lui, alors lui, vous faites ça, mais ça, hop, à la règle. Faites comme ça, vous faites comme ça, vous refaites ça à la règle, vous rajoutez 2 pieds, et le dessin est fini. Et même, il y avait un moment, alors je dessinais, c'est vrai, je dessinais des mouches, voilà. Et
convoquer le pauvre, le directeur du Monde à l'Élysée pour dire bon, attends, l'autre il me dessine avec des mouches. Et donc le directeur m'avait dit oh, écoute, on va se mettre d'accord, tu fais 3 mouches, mais pas plus. Et donc, je me souviens que le lendemain, j'en ai fait 15. Et le directeur du téléphone, c'est vraiment des adolescents attardés. Il dit non, on avait dit 3 quand même. Voilà. Et vous voyez, par exemple, on peut. Je continue à ne pas être amoureux de Sarko, mais à la fois, vous voyez, j'ai fait quand même pas mal de dessins sur lui. Alors, il faut dire que moi, je crois que je vole de l'argent, parce que j'ai tellement dessiné. Oui, par exemple, regardez, quand on voit une photo de Sarko, rien que la photo, regardez la main, ça me rappelle moi à l'école, tard ta gueule, elle racrée, tu vois. Et cette expression, je la vois dans la main, elle me parle la main. Donc après, le dessin, il se fait tout seul. Ouais, tard ta gueule, elle racrée. Ouais, et ça se fait comme ça. C'est le dessin. Et ça ne m'a pas empêché, vous voyez, quand il a été emprisonné, moi j'avais tout lu depuis 2012 sur l'histoire de Kadhafi, tout ça. Moi j'ai pas été, je suis pas sûr que ça valait 5 ans de prison, ou en tout cas même 20 jours de prison. Et donc j'ai fait ce dessin-là qui m'a valu plein d'ennuis parce qu'on m'a dit ouais, comment c'est fait, tu défends Sarko, je défends pas Sarko, je pense que le juge, il a peut-être pu... parce que même le juge dit qu'il n'est pas sûr. Donc quand on n'est pas sûr et que le gars il est présumé innocent, moi ça m'embête, vous voyez. Donc j'ai fait le dessin là. Et puis après il a été libéré, voilà, ça a été libéré. Et pas de contact avec des suspects, comme il dit sur la justice. Vous voyez, il est sympa à dessiner quand même. Je vous dis, je lui donne de l'argent un petit peu. Voilà, et puis là, j'ai même appris à dessiner une disqueuse après le Louvre. Et donc je le fais dans son entretien avec Macron. C'est une disqueuse. Et l'autre il dit oui, on l'a trouvée au Louvre, elle est en état de marche. Voilà. Et du coup, j'avais jamais dessiné une disqueuse. Voilà. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre que j'ai vu, je ne sais plus où. J'ai vu un doigt. Alors, justement, j'ai envie de vous poser la question, peut-on rire de tout avec ce que vous nous présentez et quel est l'avis du dessin de presse? Alors, moi je crois qu'il n'y a pas de sujet interdit, il y a des sujets casse-gueule, il y a, comme disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Comme je vous ai montré le dessin sur l'Iran, quand je suis allé en Iran, évidemment un dessin comme ça, je ne l'ai pas emmené dans la valise, hein, bien sûr. J'y pense à chaque fois. Et à la fois, on peut énormément dessiner des sujets hyper casse-gueule. Il faut juste inventer le paquet cadeau pour présenter la chose. Vous voyez, quand je vous ai montré le dessin sur les grues avec le président israélien, c'est casse-gueule, mais à la fois, ça va. J'ai pas été, ça n'a pas été plus loin. Donc je crois qu'il faut trouver à chaque fois la petite astuce pour essayer de passer au travers de ce qui nous est, de ce qu'on croit des fois interdit. Et en fait, ça marche. Hein. Tiens, tout à l'heure on parlait de Kofi Annan, vous voyez, ça c'est avec tous les dessinateurs qu'on avait réunis à New York. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Tiens, voilà. J'ai fait Trump à poil, en train de se faire un selfie. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, je vais l'habiller quand même, vous voyez, parce que c'est presque trop. Lui, il est grotesque, bien sûr, mais à la fin, c'est presque trop facile. Ce qui fait que j'ai fait le même dessin, mais habillé, vous voyez. Et ça m'a rappelé un dessin que j'avais fait avec François Hollande. Et que j'avais dessiné, vous savez, dans le musée des Arts Premiers. Et donc, voilà. Et en fait, le directeur, toujours le même, qui gueulait tout à l'heure, il m'a dit, mais dis donc, il y a des lecteurs qui m'ont dit, attends, ton Hollande, d'accord, mais là, il y a une bite ou pas et donc, je ne pensais pas que ça se dirait. Voilà, il y a toujours une manière de... Vous voyez, par exemple, qu'est-ce qu'il y a que je pourrais vous montrer? Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder, parce qu'en fait, chacun des sujets abordés, ça c'est Amaya, toujours la dessinatrice à Gaza, qui m'a montré ses dessins.
Ça, c'est quand on était à Addis Abeba, il y a 3 ans, avec des dessinateurs d'un peu partout dans le monde entier. Par exemple, ça, c'est un dessin que je tenais avant. En janvier dernier, il y a comment il s'appelle, le recteur de la mosquée de Paris, il a fait un truc formidable qui est passé inaperçu, vous voyez, au moment où tout le monde parle du fondamentalisme et tout comme ça. Bien sûr que le fondamentalisme, c'est pas ma tasse de thé, mais à la fois, en janvier dernier, il a demandé à ce qu'il y ait, ce soit lui dans les mosquées, oh Allah préserve la France, son peuple et les institutions de la République, fait de la France un pays prospère, sûr et paisible, où la communauté nationale, dans sa diversité, ses différentes religions, ses convictions et ses croyances, cohabitent dans la sécurité et la paix. Vous voyez, ça, c'est des dessins que, même si, évidemment, j'asticote un peu tout le monde, j'aime bien faire des dessins qui... Oui, par exemple, un dessin... en 2008, je fais un dessin, les banques mettent la clé sous la porte, il y a tout le monde, il y a de l'argent qui... Et je fais un banquier à poil sur sa banque. Et alors, grosse polémique, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais c'est un banquier, vous avez dessiné une bite circoncis. Donc ça veut dire que c'est un juif, donc c'est un dessin antisémite. » Je dis « Non, c'est un banquier à poil, c'est tout. » Et donc du coup, j'ai réuni toutes mes copines et mes copains dessinateurs et dessinatrices. Je dis « Mais comment vous dessinez une bite ?» Et en fait, elles se sont rendues compte qu'on dessine tous des bites circoncis, parce que c'est plus drôle à dessiner comme ça, voilà. Parce que si c'est pas circoncis, c'est pas drôle, voilà. En fait, on ne s'était jamais posé la question. Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais vous montrer Vous voyez, par exemple, un dessin que j'ai fait, alors je vais montrer le dessin avec les grues, mais ça, je l'ai fait, celui-là en 2004, vous voyez, j'ai fait en 2004, avec une fille qui pose une bombe, et après, la petite qui n'était pas, on peut imaginer, pas fondamentaliste, du coup, on l'entoure avec... Et à la fin, elle devient elle-même une terroriste. Et là, je me pense, j'ai des copains que j'ai au téléphone, des Palestiniens comme Khalid Abou Rafek, qui est un dessinateur palestinien de Jérusalem-Est, et de Ramallah. Il y a aussi Kishka, qui est un dessinateur israélien, je les ai au téléphone presque toutes les semaines. Et donc, je leur dis, mais les 50 000 ou 60 000 morts de Gaza, vous imaginez qu'il peut se passer des choses. Et je suis étonné que les Israéliens ne se rendent pas compte à quel point ils risquent de payer très cher ce qui vient de se passer depuis le 7 octobre. Moi, voilà. Tiens, un dessin que je regrette d'avoir fait, Sarkozy en tête de nœud. Vous voyez, alors j'ai fait Carla Bruni, d'accord, mais après, regardez, ça marche encore, vous voyez, on peut le faire dans n'importe quel sens, ça marche, vous voyez, c'est ça qui est... un dessin d'un Tunisien. Alors là, je lui dis, alors là, je ne sais pas comment tu fais. Il est tunisien, il s'est moqué des islamistes de l'Arabie Saoudite. Allah est grand. Je lui dis, attends, Allah est grand. Attends, je lui dis, tu sais où tu mets les pieds? Il est en Tunisie, le gars. Moi, je lui dis, écoute, tu fais comme tu veux, mais tu risques d'avoir des ennuis. En plus, capitalisme. En plus, il y a... Non, mais il est gros, le gars. Et des fois, quand je suis allé à Moscou, il y avait une petite russe qui fait des dessins de babouchka et qui avait des kalachnikovs qui dit on devrait buter Poutine. Mais je lui dis, mais on est à Moscou, attends, c'est il y a 5 ans. Je lui dis, tu te rends pas compte des fois. Et donc il y a des... C'est pour ça que quand on voit des films sur la résistance, moi j'ai une admiration folle pour les résistants, bien sûr, et à la fois, il y a des jeunes, ou des moins jeunes, qui sont résistants et qui n'ont peur de rien. Et moi, des fois, je me dis, waouh, c'est gonflé, c'est vraiment... Et puis, par exemple, il y a un dessinateur qui, lui, il est japonais, il s'appelle Norio, et pour rendre hommage à la mémoire de Samuel Paty, il a fait le président Macron en train de le décorer avec... Je lui ai dit, mais est-ce que tu as eu des ennuis dans ton journal, le Asahi Shimbun, qui est le plus grand journal japonais? Il était étonné de ma question. Il me dit, mais
pourquoi tu penses que parce que moi, si j'avais dessiné ça, même si j'aime son idée de dessin, je lui ai dit, mais tu sais, moi, je pense que la famille de Samuel Paty aurait pu penser que je faisais un truc rigolo sur la mort de Samuel Paty. Vous voyez, comme quoi, je vous dis, quand Kofi Annan m'a demandé de réunir des dessinatrices et des dessinateurs pour parler des ponts qu'on peut faire entre les cultures, les opinions et tout ça, ça c'est un choc des cultures. C'est-à-dire qu'en Japon, ça passe sans problème, et chez nous, je suis sûr qu'il y aurait eu un clash. Est-ce que j'ai eu du temps et vous me dites que vous me dites le temps dont vous disposez, hein, d'abord. Parce que tiens, on est en Turquie, on parlait de féminisme. Là, c'est un député turc. Il ne supporte pas les bouches d'incendie des pompiers en Turquie. Parce qu'il ressemble au sein de sa femme. J'y peux rien. Je dis, va te ressembler, connard. Il voit les seins de sa femme, il n'y en a pas. C'est pour vous dire, quand je vous dis qu'il y a un copain, en Belgique qui se fait tiens, un dessin argentin. Alors je trouve ça génial. La Shoah en 3D. Alors lui, il est juif, le dessinateur. Moi, je lui ai dit, quand j'étais à Buenos Aires, je lui ai dit, écoute, moi, un dessin comme ça, j'adore, mais la Shoah en 3D, j'aurais pas osé le faire. Vous voyez? Et il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Ben oui, il faut toujours sentir, on peut rire de tout, mais pas être n'importe qui, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une manière, et moi je pense que, je continue à penser que c'est une super bonne idée, mais je ne l'aurais pas faite, vous voyez. Je ne l'aurais pas faite parce que je savais qu'il y aurait eu un malentendu. Je peux vous montrer encore des dessins sur des tas de sujets. Quand je vous dis qu'on fait des ponts, vous voyez, ça, Cartooning for Peace, c'est ça. On fait des ponts autour de la Méditerranée. Ce qui est important, c'est le drapeau avec les 3 signes comme ça. Et en fait, ça marche très bien comme ça. Parce que on a même un mormon à Madagascar. Il y a un gars qui s'appelle Pov, et je l'ai vu, il a une petite bouteille d'huile là, enfin un petit cylindre d'huile à la taille, et il est prêtre et mormon, et il fait partie de Cartooning for Peace. Et il est mormon. Je me dis, attends, et je lui dis, ça sert à quoi la petite d'huile? Il me dit, le truc d'huile, c'est quand quelqu'un est malade, je lui mets sur le front un peu d'huile, et puis après je lui dis, va voir le médecin quand même. Voilà. Mais il est très sympa, et d'ailleurs de temps en temps il a des ennuis, parce que, enfin je ne vais pas vous raconter tous les ennuis de tous les dessinateurs. Oui, ça sur le désert médical, c'est grave docteur, voilà. Et j'ai fait une chaise vide, parce qu'il y a des fois des endroits où il n'y a plus de... Au niveau médecin, ça va, vous avez ce qu'il faut. Je sais qu'il y en a un qui est dans la salle. Mais non, ça va, il n'y a pas de déserts médicaux. Ah ouais. Ça je n'ai pas. Dans mes 2 ans de médecine, je me souviens qu'il y avait une grève des étudiants, parce que déjà, je n'ai jamais su pourquoi le numerus clausus qui a été inventé à ce moment-là, et je pense qu'on aurait dû y réfléchir il y a très longtemps, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où quand même ça manque de médecins. Tiens, un dessin sur les femmes. C'est Brigitte, mon assistante à l'époque, au Monde, et lui il dit, comme dit le poète, la femme est l'avenir de l'homme, notez Brigitte, voilà. Un dessin comme ça. Est-ce que vous me dites, Pauline, vous me dites combien de temps ça va? Vous me dites quand vous en avez... parce que moi je peux vous raconter ma vie, ça va. Vous avez dit tout à l'heure que Gisèle Halimi, vous avez souvent défendu, donc vous avez eu le procès pour certains dessins. Ben oui, bien sûr. Je ne suis pas au-dessus des lois. Parqué par l'extrême droite, les pilotes d'Air France à un moment, un syndicat de pilotes d'Air France. Oui, ben, je suis pas. Benoît XVI, le dessin de Benoît XVI, je pensais bien que je me suis retrouvé au tribunal, bien sûr. Oui, mais ça, je ne suis pas au-dessus des lois. Hein. Et quand on voit arriver. C'est drôle. Non, c'est parce que j'étais marié à cette époque-là. Et je me souviens que la porte, ça sonne le matin, il y a un huissier avec un papier bleu qui dit, monsieur, voilà, vous êtes mis en examen. Et ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu as encore fait? Devant l'huissier.
failli me foutre de gueule. Je me tais-toi, enfin. C'était drôle, mais c'est pareil. Puis, mais je trouve ça drôle. C'est une vie incroyable de liberté d'expression, de défense. Je me souviens que j'étais à la limite pour le dessin du pape Benoît XVI. Elle avait demandé à Régis Debray de venir me défendre. Il me dit, mais t'as vu ton dessin avec le gamin qui gueule, qui t'a fait enculer, voilà. Elle me dit, attends, moi je veux bien venir, mais quand même, là, tu pousses un peu vers le bouchon. Et il est venu quand même, vous voyez. Et puis j'étais relaxé, voilà. Donc, non, et puis maintenant je remercie les policiers qui sont avec moi parce que il y a aussi depuis 2015, avant c'était de temps en temps, et depuis 2015 c'est tous les jours que partout où je vais, il y a des policiers qui sont là aussi pour me protéger. Oui, c'est la vie de beaucoup de dessinateurs. Hein. Je voulais vous montrer un dessin de Coco, qui est une dessinatrice de Libé, et que moi voilà, ce dessin-là, vous voyez, elle a voulu défendre les Palestiniens dans Libé, Ramadan à Gaza, début d'un mois de jeûne, et elle dit pas avant le coucher du soleil parce qu'il voulait bouffer un rat. Voilà. Et ben, il y a une responsable politique qui a dit ah oui, mais c'est un dessin anti-musulman, anti-ramadan, et depuis elle est protégée par les policiers, vous voyez. Non, c'est quand même une époque, alors que le dessin il est vachement bien, il n'y a rien à lui reprocher. Et c'est comme ça, c'est une époque où je rencontre des fois des professeurs. Je suis allé à Arras où il y a des professeurs qui sont protégés par les policiers. C'est une époque incroyable quand même. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez toujours associé le dessin à... Est-ce que vous avez toujours associé le dessin à l'engagement, à la dénonciation, ou est-ce que vous avez fait du dessin aussi, j'ai envie de dire plus... Comme ça? Ouais. Oui, mais j'en rêverais. J'ai connu Pénet, pour les anciens, Pénet, c'était les amoureux de Pénet. Ils dessinaient des petits amoureux. Et moi, j'adorais dessiner des petits amoureux, un petit kiosque à musique, des trucs comme ça. Mais ça va intéresser personne aujourd'hui, parce que t'es gentil, les petits amoureux. Voilà. Donc, et comme j'adore la politique, voilà, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que quand je fais un dessin, oui, par exemple, un dessin pour le plaisir, le 1er mai, j'ai fait ce dessin-là pour le plaisir. On était le 1er mai, je me suis dit, tiens, je vais faire des cloches, des clochettes du muguet, c'est pas un dessin, il n'y a pas de politique là-dedans. C'est le dessin du 1er mai avec le muguet, le bouquet. Ouais. C'est pas un grand dessin, mais je me suis fait plaisir, vous voyez. J'aime bien me retrouver devant ma table avec mes crayons, vous voyez, quand j'ai toujours des grosseurs des tout petits crayons, quand on veut dessiner Sarkozy, il faut faire un gros truc comme ça, si on veut dessiner les joues d'une personne, d'une femme surtout, là il faut utiliser ça, tout deux, et si on veut faire les cils et qu'on veut être très délicat, il faut utiliser le tout petit crayon, vous voyez. C'est ça qui me plaît. Et par contre, son émotion, on peut le faire avec ça, vous voyez. Il y a toujours moyen de le faire comme on veut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, quand il y a eu les fameux dessins de Mahomet, le rédacteur en chef m'a demandé de faire un dessin. Alors du coup, je me suis dit, tiens, c'est-à-dire comme si j'étais puni à l'école. Je ne dois pas dessiner, Mahomet. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais superposer les lettres. Je vais faire une barbe. Je vais faire un turban. Vous voyez? Et puis après, je vais faire un crayon. Mais non, je vais faire un crayon, je vais faire un minaret. Voilà. Et le dessin, comme je vous dis que c'est une conversation entre la phrase, tiens, un dessin qui n'a pas été publié. En 96, je faisais un dessin sur une association qui s'appelle l'ARC. L'ARC qui avait détourné de l'argent du cancer. Et on me téléphone au moment de la tournée du journal. On me dit, écoute, Mitterrand est mort. Tu as un quart d'heure pour faire un dessin sur Mitterrand. Alors je dis, attendez, il me dit, mais ça fait 6 mois qu'on te dit qu'il est mourant, t'es plus
donc, emporté par l'élan, j'ai fait ça pour le cancer SVP. Évidemment qu'ils n'ont pas passé. Hein, c'est le dessin-là qu'ils ont fait. Voilà. En plus, comme c'était janvier, tout le monde s'envoyait les yeux, voilà, tous mes yeux d'éternité. Voilà. Mais dans ces cas-là, il faut réagir vite. Hein. Et puis des fois, on me demande, tiens, un dessin que j'ai fait cette année, et je trouve que c'est un dessin auquel je crois beaucoup, parce que liberté, égalité, laïcité, vous voyez, avec les trois, les chrétiens, les musulmans, les juifs, voilà, qu'on puisse essayer de se réconcilier, de parler. Ah, encore pour les profs d'histoire, ça c'est un dessin pour les profs d'histoire que j'ai fait en 93 au moment de Sarajevo en Bosnie. Milicien vengeant son beau-frère tué en 1917, soldat vengeant sa petite cousine violée en 1944, bébé pensant à venger son père en 2023 alors que je l'ai fait en 1993. Et je l'ai fait avec les couleurs sépia pour rappeler, toujours grâce aux profs d'histoire, que si on n'a pas étudié ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, au début du XXe siècle, et que les photos étaient en sépia, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et ça, c'est un Poutine plus récent que j'ai fait, en me disant Vladimir Poutine, voilà, de 1952-2039. Vraiment, j'invente. Hein. Voilà, c'est président de la Russie. Voilà, nord-coréen. Je suis avec ma table à dessiner, hein, c'est sur ça, vous voyez, et en fait, ça se fait tout seul, vous voyez. Et puis ça marche. Et puis vous voyez, par exemple, j'aime bien prendre des photos, et là c'est une surimpression de mon dessin, bien sûr, mais à la fois une surimpression de quand il y a un mur fatigué dans les rues, je fais une photo, et je l'ai fait en surimpression, et c'est un côté comme si c'était une vieille fresque qui remonte à il y a longtemps. Ça c'est un dessin que j'ai fait au début de l'intervention en Russie, et j'ai toujours été étonné que Poutine, qui est quand même un gars, j'espère qu'on va le choper un jour. Ça, c'est la statue de l'indépendance, la colonne de l'indépendance au centre de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et j'ai toujours été étonné, lui qui a tellement envie de foutre en l'air le moral des Ukrainiens, il n'a jamais touché à cette colonne. Et comme il n'a jamais empêché Zelensky d'aller, de prendre l'avion, tout ça. Et là, je me dis, il y a peut-être une réflexion à faire. Et même si il déboulonnait ou s'il bousillait la colonne, j'ai une idée toute prête, parce que je pense que je vais le faire, qu'on puisse la faire quand même tenir debout. Le dessin peut permettre une colonne qui a été bousillée, on peut la remettre debout grâce au dessin. Là encore, c'est avec un mur, une superposition avec un mur. Ah, sur le doute, ça c'est très intéressant. Le doute, c'est un dessin hollandais, qui s'appelle Blanco, et ce dessin, alors on voit le gars qui est en bas de l'échelle, et puis en haut il y a le petit nuage, et puis on peut imaginer qu'il a la réponse à nos questions. Alors, et ce dessin, qui est sur le doute, il est interdit dans beaucoup de pays autour de la Méditerranée, parce que c'est un dessin sur le doute, et il y a des pays où le doute est interdit. Vous voyez, et on ne se rend pas compte à chaque fois, nous en France, à quel point on peut se permettre de faire beaucoup de choses, même le doute, alors qu'il y a des pays où c'est interdit. Ça c'est une association, vous voyez, et je jure d'aller sur Mars, en tout cas la soucoupe volante est déjà prête à la sa femme elle est toujours avec des chapeaux un peu créoles. C'est vrai que c'est une belle soucoupe volante. Ouais. Ah, dans les écoles, ils connaissent beaucoup ce gars qui s'appelle Maître Gims, très bon chanteur, qui a chanté Notre-Dame, tout ça. C'est un très bon chanteur, mais un peu léger, parce qu'il a inventé l'idée que les anciens Égyptiens, vous avez été trop au courant, ils avaient
l'électricité. Alors, à l'époque de Ramsès II, bon. Et donc, je l'ai fait un peu avec une pyramide et puis un entonnoir, avec le soleil, parce qu'il dit qu'il y avait de l'or en haut de la pyramide et qui captait les rayons, je ne sais pas quoi. Et donc, là, il va plus loin, parce qu'à la fin, il dit les gens avaient l'électricité et les historiens le savent. Je veux dire, manière de dire un peu comme un conspirationniste qui dit oui, les historiens, oui, mais ils ne connaissent rien. Moi, je peux vous dire que les anciens Égyptiens, ils avaient l'électricité. Voilà. Et donc, ça, j'utilise beaucoup dans les écoles pour leur dire qu'il ne faut pas avaler tout et n'importe quoi. Voilà, c'est... Et d'ailleurs, les platistes, il y a 10% des Français qui pensent que la Terre est plate. Alors, vous savez ce que c'est comme photo, ça ? C'est une éclipse de lune, mais avec la Terre, vous savez que c'est l'éclipse de la Terre sur la lune, et la Terre elle est comme ça. Alors évidemment c'est rigolo, mais il y a des gens qui pensent ça, c'est-à-dire qu'on se dit mais va à l'école, voilà. Et comme vous parlez qu'il faut retourner à l'école, et qu'il faut reprendre les bases et tout comme ça, mais les profs ils ont un boulot formidable. Et ça, mais il faudrait tout revoir, parce que 10% des gens qui pensent que la Terre est plate, c'est quand même inquiétant. Moi je continue, moi je vous le dis, j'ai encore d'autres trucs. Alors là il y a madame qui veut poser une question, mais il faut enlever les piles derrière moi. Après moi je m'arrête. Je voulais revenir tout à l'heure, vous aviez la photo avec tous vos copains et vous avez répondu en disant que maintenant vous aviez une protection policière, donc les politiques du coup vous soutiennent, et aujourd'hui les médias quand même sont repris par des grosses structures, des gros groupes, des milliardaires. Oui. Quel avenir a le dessin d'humour s'il n'y a en politique plus les politiques qui vous soutiennent? Oui, alors pour les côtés milliardaires, moi je l'ai vu de près parce qu'il y a 20 ans, le journal Le Monde s'en sortait pas et on était à 2 doigts de se retrouver à la chambre de commerce, dépôt de bilan. Et il y a 3 personnes, dont Pierre Berger qui avait fondé Yves Saint Laurent, et le gars de chez Free, voilà, qui ont donné de l'argent pour renflouer. Et en juin de je ne sais plus quelle année, il y a très longtemps, on ne pouvait plus payer les salaires, et en septembre, on pouvait les payer. Et ça, j'ai vu le côté milliardaire, d'accord, mais ça nous a beaucoup aidé. Ça, j'y tiens beaucoup parce qu'on a tout de suite des pensées associées milliardaires, donc ils vont prendre un téléphone. Et d'ailleurs, Pierre Berger supportait pas le directeur du Monde des Livres, Jean Birnbaum. Et il avait fait un truc à RTL, d'ailleurs, ce gars-là, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais donc toute la société des rédacteurs au monde avait gueulé, il nous donne de l'argent, d'accord, mais qu'il ferait mieux de... Mais en fait, il est toujours là, Jean Birnbaum, et Pierre Berger il est mort depuis longtemps, mais Jean Birnbaum, il dirige toujours le Monde des Livres. C'est pour vous dire qu'il y a une indépendance, je parle de ce que je connais, le journal Le Monde. Pour les autres, je ne sais pas. Mais à la fois, moi je crois que le gros souci qu'on a maintenant, c'est quelque chose sur le rôle de l'argent, certainement. À la fois, moi je crois que quand on lit un journal, vous voyez, on a qu'à faire un lecteur comme ça, qui lit un journal, pourquoi on aime un journal? Moi, je suis abonné à 6 journaux, vous voyez, et ça m'intéresse. Et je lis énormément. Et pourquoi on les aime? Parce qu'on y trouve des informations sur c'est des amis, ça devient des amis. J'aime bien cette signature, j'aime bien celui-là. Au-dessus de nous, on a qu'à dire il y a les nuages. Là, il y a la ligne éditoriale. Et là où ça va répondre à votre question, c'est que la ligne éditoriale, elle est là au niveau du journal. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a parmi
les dieux, il y a peut-être Jésus-Christ, il y a peut-être Moïse, il y a peut-être Mahomet, j'en sais rien. Mais au-dessus, il y a un truc qui, moi, qui ne me choque pas, mais qui n'est pas à sa place. C'est le marketing. Et le marketing, il est souvent au-dessus de la ligne éditoriale. Et moi, je crois que, avec ou sans milliardaires, parce que regardez, il y a des endroits où il n'y a pas de milliardaires, et pourtant, dans certains journaux, le marketing, l'audimat, la course à l'audimat, est passée au-dessus de la ligne éditoriale. Et moi, je crois que avec ou sans milliardaires, on pourrait imaginer qu'un jour, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, la ligne marketing, elle sera très bien, moi je suis pour la ligne marketing, mais en dessous de la ligne éditoriale, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire une presse indépendante où le marketing ne sera pas en train de dire oui, ça c'est vendeur, ça c'est pas vendeur. Parce que là en ce moment, c'est pas une bonne époque, c'est le côté vendeur qui l'emporte. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les journalistes, c'est pour ça que j'ai fait un bouquin qui s'appelle Média Culpa, c'est qu'ils pensent un peu trop souvent à la course à l'audimat. Et c'est ça qui m'embête un peu. Mais en ce moment, je suis allé dans beaucoup d'écoles de journalisme, et même, vous voyez, quand des fois on enseigne aux jeunes ou aux jeunes, vous savez, les micro-trottoirs. Mais les micro-trottoirs, c'est une escroquerie. Vous pensez à ce qu'on a dit ce soir, parce que micro-trottoir, le gars, il est avec sa caméra et il interroge quelqu'un, il dit alors Macron, il est nul, il est très nul, c'est vraiment un gros con. La personne, elle dit bon, c'est un gros con, voilà. Et c'est ça qui garde. Et si la personne, elle dit non, finalement, Macron, il y a un truc que j'aime bien, ben, elle ne passera pas aux 20h, hein, elle. Vous voyez, c'est une escroquerie, les micro-trottoirs. Et pourquoi ils font ça? Pour flatter le nombril des spectateurs. Et ça, c'est pas sympa, vous voyez, parce que ça nous trompe. Et des fois, on pense qu'il y a une info qui est très, très vue et revisitée, et en fait, c'est une tromperie parce qu'ils ne pensent qu'à l'audimat. Et moi, c'est pour ça que je pense que le jour où le marketing sera en dessous de la ligne éditoriale, les choses seront calmées. Pour le moment, on s'en prend pas le chemin. Qu'est-ce que vous voulez que je... Allez-y, monsieur. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai tout de suite remarqué mon jeune âge. Et je voulais vous poser une question, parce que vous revenez souvent sur les profs d'histoire, les étudiants, enfin surtout les collégiens et les lycéens. Pour vous, la moyenne d'âge représentative de la conférence, ça traduit un désaveu intellectuel, culturel ou d'intérêt de la part de la nouvelle génération, ou plutôt d'une vision qui a plus sa place dans ce temps et dans ce monde? Très bonne question. Écoutez, justement, c'est la raison pour laquelle j'aime aller dans les écoles. Et vraiment, ça m'apporte beaucoup parce que, d'abord, ils me posent beaucoup de questions. Ils s'interrogent. Par exemple, l'autre jour, ils voulaient que je leur parle de l'intelligence artificielle. Vous voyez, et moi, je trouve que c'est très intéressant de revenir sur des sujets. Il me parle du harcèlement, vous voyez. Et ça, le harcèlement, jamais il y a 20 ans, j'aurais pas... Par exemple, il y a quelques mois, j'étais allé dans une école et ils se sont tous mis à parler du harcèlement. Et ils montraient des exemples. Alors, du coup, on a arrêté les dessins, tout ça, et puis on s'est mis à parler. Ah bon, t'as vécu ça. Et donc, ça, c'est nouveau, vous voyez. Ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a quelques années. Et je trouve que c'est une bonne chose que les profs me donnent l'occasion de... Par exemple, moi, quand je fais des dessins, tout est facile parce que du coup les élèves ils posent même des questions, ils ont envie de dire des trucs. Mais il y a même un proviseur qui m'avait écrit, il m'avait dit, il y a quelques mois, il m'a dit, vous savez, vous êtes approché d'un élève et je ne savais pas, il était autiste. Et en fait, je me suis approché de lui, puis je sentais qu'il avait envie de dire quelque chose. Et en fait, je lui ai dit, ben vas-y, dis-moi le truc. Et il s'est mis à parler, et il paraît, selon la lettre du proviseur, que c'était la première fois qu'ils entendaient le son de sa voix. Et ça, je trouve que c'est magique de pouvoir... C'est pour ça que je remercie beaucoup les profs. Les enfants, en général, ne connaissent pas mon travail. Mais par contre, ils ont envie de dire, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Voilà. Et donc, je leur dis toujours, on
dialogue sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une opinion, voilà, où je leur fais parler de scarification, au secours, je me trompe d'ennemi. Et donc il y a des petites jeunes qui me disent, ou les services sociaux dans les écoles, vous voyez. Et ça, c'est... Voilà, alors du coup, après, j'en fais des dessins. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'influenceuses qui sont sponsorisées, mais les jeunes, ils ne le savent pas. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui leur dise que toutes les influenceuses qui sont à Dubaï ou ailleurs, elles sont sponsorisées, elles sont payées. Et d'ailleurs, j'ai appris que, justement, du coup, je vais voir, parce que pour s'hydrater, il paraît que maintenant, il y a des influenceurs et des influenceuses qui font croire aux enfants qu'il faut acheter un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, à base de je ne sais pas quoi. C'est des pastilles qu'on fait dissoudre dans de l'eau et c'est mieux pour s'hydrater. Il paraît que ça ne marche que pour les grands les sportifs. Mais monsieur tout le monde, ça ne sert à rien. Et ils sont sponsorisés. Donc, oui, parce que je ne vois pas. Il faut que je vois. Vous voyez, ou par exemple, TikTok, il y a Amnesty International justement qui reproche beaucoup à TikTok de faire des spots où ils expliquent comment il faut se prendre, comment il faut se supprimer. Je veux dire, c'est quand même... du coup, j'ai fait un hashtag de 3 parce que TikTok ça ressemble à un hashtag de 3 comme ça. Donc du coup, je fais l'enfant qui se... Voilà, voilà. Ou par exemple, tiens, un dessin, vous me demandiez un dessin pour le plaisir. Le plaisir, voilà, on était tous tristes. Il y a une petite jeune fille qui s'appelle Louise, qui est morte, qui a été tuée dans un jardin il y a quelques mois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne connais rien de l'histoire. Donc j'ai fait la petite Louise comme ça. Et même, vous voyez, en faisant le dessin, tout reposé, tout calmement, j'ai fait son bonnet. Et dans son bonnet, il y a les yeux qui sont... Vous savez, il y a plein de bonnets comme ce qui se vendent en ce moment. J'ai un petit-fils comme ça qui a un bonnet avec les yeux comme ça. Et c'est mignon, c'est beau. Et en fait, c'est un bonnet protecteur. Et ce jour-là, la pauvre, elle n'a pas été protégée. Et quand je fais un dessin comme ça, c'est vraiment pour le plaisir de dire... Et puis les parents, que je ne connais pas d'ailleurs, ils m'ont écrit, voilà, c'est émouvant. Ça sert à ça un dessin. On peut dessiner le BHG, on peut dessiner une petite qui s'appelle Louise, voilà, c'est ça que... Ce que je peux faire aussi pour se dire au revoir, je peux vous montrer comment l'art est toujours plus fort que l'intolérance. Tiens, là il y a encore Cabu, vous voyez, là c'est Cabu au début de Cartooning for Peace en 2006. Là il y a Jules, là il y a un dessinateur palestinien, Khalil Abou Rafeh, une dessinatrice turque, un dessinateur algérien, un israélien, un belge, vous voyez, un danois, un américain, voilà. Et ça nous permet toujours de discuter et toi, jusqu'où tu peux aller dans ton pays. On termine sur ces 3 photos. On était en Colombie, et en Colombie, on me montre, c'est à Medellín, on me raconte une histoire qui s'est passée au centre de Medellín en Colombie. Il y avait plein de... C'est à l'époque des FARC. À l'époque des narcotrafiquants, il y avait beaucoup de violence. Et le président, le maire de Medellín, téléphone au plus grand artiste colombien, Botero, qui est un immense peintre et sculpteur. Est-ce que tu peux pas me faire une colombe pour mettre dans le centre de Medellín? Alors, Botero lui fait cette colombe. Et le jour de l'inauguration, elle explose parce qu'il y a un attentat et il y a 30 morts. Et vous voyez, pour vous dire que l'art est toujours plus fort que l'intolérance, c'est que le maire téléphone à Botero, il dit c'est un drame, deuil, voilà. Mais à la fois, on va remplacer la colombe endommagée et on va la remplacer par une toute neuve. Et Botero, elle avait la bonne réponse. Il lui a dit non, ce que tu peux faire, c'est tu mets une nouvelle, d'accord, mais tu laisses l'ancienne colombe endommagée, et depuis, il n'y a pas eu d'attentat, en tout cas sur la place de Medellín. Et la nouvelle colombe n'est pas endommagée. C'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'on est désespéré, il y a toujours manière de contourner les interdits. Et il y a un dessin comme ça que j'ai fait
à partir d'une phrase de Sénèque. Oui, j'ai fait du latin, mais j'étais viré. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. On va se quitter sur cette phrase. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Voilà. Et du coup, j'ai fait des petits parapluies. Ah, ben voilà, j'ai fait un petit évêque, un petit imam, un petit rabbin. Et voilà. Et à la fin, c'est la fête. Mais pour le moment, c'est la pluie. Mais en tout cas, il fait froid. Mais on va s'en sortir. Mais il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Merci beaucoup.